Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons à l'occasion de la diffusion ce soir à 21h10 sur France 2 du troisième volet de votre documentaire co-réalisé avec Marc Roussel sur la guerre en Ukraine. Un carnet de route qui a cette fois pour titre l'Ukraine au cœur. Alexis Lacroix est également avec nous pour mener cet entretien. Rebonjour Alexis. Rebonjour Steve. Bernard-Henri Lévy, dans ce documentaire, l'on vous suit au contact du quotidien des Ukrainiens, des militaires bien sûr, toujours déterminés à préserver leur indépendance, mais aussi parfois terriblement blessés, que vous retrouvez notamment dans un centre de rééducation à Lviv, des militaires donc, mais aussi des civils. Je pense notamment à cette mamie qui, dans une très belle scène du film, fait découvrir son petit potager qui semble tout à fait normal alors que rien autour d'elle ne l'est. Des hommes, des femmes qui luttent contre la volonté de puissance et de domination de leurs voisins russes, mais dont le principal ennemi est néanmoins, dites-vous, est l'indifférence. Est-ce que les Ukrainiens redoutent aujourd'hui d'être relégués au second plan alors que l'attention des chancelleries occidentales, notamment américaines, est beaucoup concentrée sur le Proche-Orient et la guerre entre Israël et le Hamas? Ils ne le disent pas comme cela. Ils ne disent pas que c'est parce que l'attention est concentrée sur Israël. D'autant qu'ils sont absolument pro-israéliens et qu'il y a un amour d'Israël, une admiration pour Tsahal à peu près unique, que j'ai rarement vu ailleurs. Ils disent pas ça. Mais en revanche, qu'ils aient peur de passer sous les radars, qu'ils aient peur d'être oubliés, qu'ils aient peur que l'opinion se lasse, ça oui, bien sûr. Ils connaissent les lois de la société du spectacle de Guy Debord. C'est même un miracle qu'ils aient réussi jusqu'aujourd'hui à tenir en haleine l'opinion mondiale. Un miracle profane, dû en particulier au génie d'un homme qui a le sens, pas de la communication, mais de l'histoire, qui s'appelle Volodymyr Zelensky. C'est un miracle. Parce qu'on a vu des élus républicains aux États-Unis pousser justement en faveur d'un soutien massif à Israël, ce que souhaite également depuis le début l'administration Biden, au détriment peut-être des Ukrainiens. Oui, bien sûr qu'il y a cette tonalité-là, naturellement. Mais je les connais, les républicains en question. Ils auraient de toute façon plaidé pour une réduction du soutien à l'Ukraine. Alors, ils tirent argument d'Israël pour cela, mais c'est de la malhonnêteté. Et c'est une tentative probablement d'ailleurs pour rompre la solidarité des ébranlés, pour parler comme Yann Patoka, qui existe entre les Israéliens et les Ukrainiens. Alors Bernard-Henri Lévy, solidarité des ébranlés, vous avez raison, vous prononcez le mot que vous ne prononcez pas dans le film, mais vous y prononcez une phrase très belle. Le film est extrêmement poétique, hein, Steve l'a dit, poétique et peut-être un peu tragique aussi. Les Ukrainiens ont ce talent, ont ce don entre tous de susciter la solidarité des âmes pures du monde entier, hein, je le cite de mémoire. Ils arrivent à aimanter cela. Voilà. Est-ce que cette qualité, aujourd'hui, est en train de reconstituer ce que certaines appellent l'Occident, c'est-à-dire un vaste Occident allant, en gros, je vais faire vite, hein, de Kiev à Tel Aviv et de Washington à Rome et à Paris, face aux nouveaux ennemis et à ce nouvel axe du mal que vous avez pointé, qui est l'axe Iran, Russie, Chine. C'est exactement ça. Et c'est cette opposition-là, moi je m'emploie à la dépeindre, à en définir les contours et à la dénoncer depuis des années. J'ai écrit un livre qui s'appelait L'Empire et les Cinq Rois il y a 5 ou 6 ans. L'Empire et les Cinq Rois. L'Empire, c'était l'Amérique, l'Europe et Israël. Et les Cinq Rois, c'était les 5 puissances à l'attaque, à l'offensive, révisionnistes, qui étaient la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, qu'on prend pour une alliée de l'OTAN, alors qu'en vérité, elle est dans l'axe en question, et le Hamas, les talibans, bref, l'islam radical. Vous m'autorisez à compléter la première question de Steve Nadjar. Au fond, il vous pose une question sur la solidité de l'Amérique. Dans l'Empire et les Cinq Rois, il y a 5 ans, vous dites, oh là là, on a une Amérique qui fléchit face à ce combat de civilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, elle retrouve des couleurs grâce aux Ukrainiens ? Oui, je crois que jusqu'à l'Ukraine, il y avait le sentiment chez ceux que j'appelle les Cinq Rois, en plus en souvenir de récits bibliques que certains de nos auditeurs connaissent sans doute, mais il y avait chez les Cinq Rois le sentiment que l'Amérique était foutue, que l'Amérique avait déclaré forfait.
l'abandon des Kurdes, le départ de Kaboul, la trahison par Obama de la Syrie, la quasi-trahison par Obama d'Israël. Hein, le dernier vote aux Nations Unies, quelques semaines avant son départ de la Maison-Blanche, première abstention historique de l'Amérique. Bref, il y avait ce sentiment-là. Jusqu'à l'Ukraine, il y avait le sentiment que l'Amérique avait baissé pavillon et qu'on pouvait y aller, qui avait permis d'avancer. Quelques mois après le retrait difficile d'Afghanistan, d'ailleurs. Oui, un peu plus que quelques mois, un an, il me semble, ou peut-être 7 mois. Oui, août à février. De août à février, voilà. Et puis là, il s'est passé un truc. Alors que l'Amérique, d'ailleurs, au début de l'invasion de l'Ukraine, l'Amérique avait décidé que ça allait se passer comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle ne ferait rien. L'Amérique avait prévenu. Elle avait annoncé d'ailleurs que la Russie allait envahir l'Ukraine. Et toutes les instances de l'État profond et de l'État superficiel américain avaient annoncé par avance, on fera rien. Puis là, il s'est passé un truc. Biden a changé de pied. Les anti-Biden se sont trompés, Bernard-Henri Lévy? Non, je crois que les deux choses sont vraies à la fois. La Maison-Blanche et le Pentagone avaient vraiment décidé de ne pas bouger sur l'Ukraine. Ils avaient dit, tant qu'ils occupent un peu de territoire, on ne bougera pas. Et Biden a surpris son monde lui-même. Et il a surpris son monde. Pourquoi ? Parce que la séquence est très claire. Hein, si on s'y attarde un instant, parce que les Ukrainiens, parce que Zelensky, parce que cette phrase incroyable de Vladimir Zelensky, à qui Biden, c'est son premier réflexe à l'époque, propose de l'exfiltrer. Hein, premier réflexe de Biden, réflexe charitable. Voilà, les carottes sont cuites, mon gars, je t'exfiltre. Et Zelensky lui répond cette phrase extraordinaire qu'on dirait taillée dans le marbre des maximes gréco-romaines. Président gréco-romaine, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des fusils. Et là, devant cette vaillance, devant cet éclat, eh bien, Biden a changé de pied, a changé d'avis. Et là, il s'est passé un de ces grains de sable qui feront dérailler l'histoire. Vous voyez, les choses sont jamais écrites. Nous le savons, les Juifs, que rien n'est jamais... Nous, le peuple sable par excellence, on sait ce que c'est qu'un grain de sable et ce qu'il peut faire à l'histoire. L'histoire dont on croit qu'elle est fatale. Ben non, elle n'est jamais fatale. Et là, l'Ukraine a changé peut-être le cours du monde. C'est possible. Comment est-ce que vous qualifiez, Bernard-Henri Lévy, la séquence historique que nous sommes en train de vivre et dont il faudrait sans doute définir les césures chronologiques? Est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce que vous voyez une forme de continuité entre les crises en Ukraine, en Géorgie déjà hier, en Israël à Gaza aujourd'hui et peut-être demain à Taïwan et en Iran? Il y a évidemment une continuité, il y a évidemment une logique, une consécution et une logique. Moi, je suis persuadé que Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine si Biden n'avait pas quitté l'Afghanistan. Je pense que le Hamas n'aurait pas attaqué Israël si l'Amérique avait gagné vite et fort la guerre d'Ukraine. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une bataille, une guerre mondiale. Faut pas se dissimuler, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a une guerre mondiale. C'est pas deux blocs. Et d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué. C'est multifront. Non, c'est pas deux blocs, c'est deux axes. Voilà. Hein, et donc la dissuasion américaine en cours contre l'Iran pour protéger Israël, notamment en Méditerranée orientale, peut avoir un rôle pour éviter d'autres crises. Je le crois. Je suis à peu près convaincu et je pense même ne pas me tromper en vous disant que dans les premiers jours qui ont suivi le pogrom du 7 octobre, il n'était pas exclu que le Hezbollah... moi, j'étais en Israël. Hein, comme vous savez, je suis arrivé en Israël dans la nuit du 7 au 8. Tout de suite. Et j'étais en Israël le 9, 10, 11, 12, au moment où on commençait à avoir des tirs de roquettes sur le nord. Des tirs de roquettes venus du Hezbollah. Et je crois vraiment que le destin a hésité. Et puis, il y a eu les 2 porte-avions américains qui sont arrivés. Vous devez avoir la date plus fraîche que moi. Les 2 porte-avions américains sont arrivés, il y a eu ce déploiement de force, et je crois que ça a calmé l'Iran, qui a compris que là, la dissuasion existait, que l'Amérique parlait sérieusement. C'est comme ça la géopolitique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas...
on n'est pas dans les rêves de paix perpétuelle kantiens. On est des rapports de force et des rivalités de pouvoir. Des rapports de force, pas des rivalités, des chocs de puissance. Bernard Lévy, donc dans l'Ukraine au cœur, vous faites aussi en creux l'autoportrait du militant infatigable de la liberté et des droits de l'homme que vous êtes depuis, 40 ans. Et il y a une phrase... 50. Oui, bon alors d'accord, je voulais pas vous mettre en difficulté, Bernard. C'est une difficulté. Et il y a une belle phrase aussi, il y a une autre belle phrase. C'est international invisible, dites-vous à un moment, dans le commentaire, c'est vous qui faites le commentaire du film, que j'ai cherché toute ma vie. Là, maintenant, avec cet axe au fond, Zelensky, Herzog, Macron, Biden, vous avez le sentiment de l'avoir trouvé et d'être peut-être un de ceux qui l'organisaient sur le plan métapolitique, cette nouvelle internationale invisible des démocraties? Oui, bien, il y a un peu de ça, mais je l'ai surtout rencontré sur le terrain, parce que moi, une des choses qui m'ont bouleversé dans le tournage de ce film, c'est que j'ai rencontré des gens beaucoup moins connus que Macron ou Biden, mais qui forment le tissu de cette internationale invisible. J'ai rencontré des jeunes Anglais, par exemple, qui sont engagés volontaires dans les forces ukrainiennes, et qui venaient d'Afghanistan, ou qui venaient du Kurdistan syrien ou irakien, que j'aurais pu rencontrer au Kurdistan. J'ai rencontré des soldats de Tsahal, qui sont assez nombreux d'ailleurs en Ukraine. Et qui vous disent que les Ukrainiens jusque-là ne combattaient pas avec assez d'agressivité comme le faisaient les Israéliens. Exactement, je leur demande, parce que c'est... je leur demande qu'est-ce que vous avez... D'abord, comment ça se passe entre... j'ai interviewé 2 jeunes vétérans de Tsahal, vétérans, ils ont 30 ans, engagés dans l'armée ukrainienne dès le lendemain de l'invasion, dès février 2022, repartis à Gaza, d'ailleurs, à la frontière de Gaza le 7 octobre. Voilà. Et je leur demande, mais qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur avez transmis? Qu'est-ce que Tsahal a apporté à l'armée ukrainienne? Et ils me disent, alors il y a plusieurs choses. D'abord, ne pas laisser un homme derrière, prendre tous les risques pour ramener un blessé ou un mort, no one behind. Ensuite, apprendre en effet à, comme vous dites, à être peut-être plus offensif que ne l'était la jeune armée ukrainienne. On va pas se mentir, Bernard Lévy, vous les rencontrez, ils sont très sympathiques, ces 2 soldats vétérans, mais s'ils sont jeunes, le monitoring, il est d'abord américano-américain sur place. Le monitoring stratégique, ça sûrement, il est américano-américain, mais ça moi j'ai pas vu, moi je raconte ce que j'ai vu. Le monitoring sur le terrain, cette unité de jeunes héros qui vont derrière les lignes russes chercher des blessés ou prendre les Russes à revers. Là, c'est 2 jeunes garçons israéliens, dont un d'ailleurs était à Paris la semaine dernière. Il est venu assister, découvrir le film à la première qui a été organisée à Paris. Et puis, c'est 3 jeunes Ukrainiens. Donc, le monitoring, non, c'est des officiers de Tsahal. Et il y en a des comme ça, je n'ai pas le chiffre, mais évidemment plusieurs dizaines, peut-être encore un peu davantage. En général, on ne les voit pas. Pour des tas de raisons. C'était compliqué de les filmer. Il fallait d'abord leur accord, bien sûr. Il fallait l'accord des autorités ukrainiennes. Et puis, il fallait que ça n'embarrasse pas les autorités de l'État d'Israël. Donc, c'est muni de ces 3 autorisations-là que j'ai réussi à filmer cette scène qui, pour moi, est bouleversante. Parce que voilà, l'international de la fraternité, pour moi, il y a Israël, évidemment, au cœur. L'Ukraine au cœur, Israël au cœur. Le lien judéo-ukrainien se renforce ces derniers mois, puisque c'est une des thèses de ce film. C'est une des thèses de ce film, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, celui-là. J'ai fait, si j'ose dire, entre guillemets, le tour des synagogues. Enfin, j'ai passé du temps, en tout cas, dans les synagogues ou auprès de combattants juifs, à Odessa, ville juive s'il en est, et à Dnipropetrovsk. Vous portez bien le talit, d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si je le porte bien, mais en tout cas, je tenais à le porter ce jour-là. Et c'était un beau Shabbat, et c'était un grand moment. Vous avez rencontré le rabbin Avraham Wolf. Oui, qui me dit que j'interroge. Je lui dis, alors il y a un débat en France et en Occident. Est-ce que l'Ukraine, votre pays de citoyenneté, est-ce qu'elle a vraiment
régler la question de son passé criminel, de son passé antisémite, de la Shoah par balle. Et Abraham Wolf, comme les autres d'ailleurs, tous les rabbins que j'ai rencontrés, il y en a plusieurs dans le film, me disent, régler naturellement non, mais en chemin vers la pensée de ce crime, en chemin vers le travail de deuil, engagé fortement dans le travail de mémoire, oui, bien sûr. Et donc, ce lien qui a été si intense, ce lien de vie, ce lien de culture entre l'Ukraine et ses Juifs, je pense en effet qu'il s'est brisé avec la Shoah par balle, et il est en train de se renouer. Ce grand rabbin Wolf, qui est un homme assez formidable, qui a notamment organisé l'évacuation d'orphelins du pays au début de la guerre, il s'est exprimé l'année dernière en visioconférence devant la Knesset, le Parlement israélien, pour appeler Israël justement à apporter son aide face au risque terrible d'une catastrophe humanitaire. Est-ce que vous auriez aimé, est-ce que vous appelez encore Israël aujourd'hui, malgré la guerre contre le Hamas, en raison peut-être même de la guerre contre le terrorisme du Hamas, est-ce que vous appelez les Israéliens à renforcer encore leur soutien à l'Ukraine face à une Russie qui, rappelons-le, est alliée militairement avec l'Iran? Je ne me permettrai pas de demander à Israël, surtout en ce moment, de renforcer son soutien militaire. Israël a beaucoup à faire avec le soutien à soi-même. En revanche, prendre enfin conscience du fait que la Russie n'est pas un pays ami, que Poutine n'est pas un ami du peuple juif, que Poutine n'a rien à faire d'Israël, ça oui, j'invite les dirigeants d'Israël, mais je le fais là à votre micro, je l'ai fait en privé depuis 2 ans, et au plus haut niveau. Et qu'est-ce qu'on vous répond au plus haut niveau? On me répond une chose qui est vraie, et puis une chose qui ne l'est pas. Ce qui est vrai, avant le 7 octobre, c'est que il y avait ce problème du Hezbollah, de la Syrie, des frappes en Syrie, la Russie au milieu, il fallait... voilà, tout ça est vrai. Israël est dans une position tellement fragile, et on vient de le vérifier, et ô combien tellement fragile, qu'en effet, Israël doit être prudent. Ça, c'est vrai. En revanche, je pense que chez nombre de dirigeants israéliens, il y a eu un aveuglement sur le véritable dessein, le véritable projet de Poutine, qui est un projet anti-européen, anti-occidental, anti-Israël. Justement, puisqu'on en parle, preuve... on peut élargir. Israël, sous l'influence de ceux qui étaient les anti-néoconservateurs, depuis une quinzaine d'années, a théorisé, on en parle souvent avec Steve dans les journaux, les alliances illibérales, non libérales. C'était la Hongrie, bien sûr, mais elle n'est pas impliquée directement dans ce conflit, mais c'était surtout l'Azerbaïdjan, pour surveiller les activités nucléaires de l'Iran notamment. C'était évidemment la Chine, et c'était la Russie. Est-ce que c'est une épreuve apocalyptique, en quelque sorte, de vérité pour les Israéliens, de se rendre compte que ces trois-là, les Azéris, les Chinois, les Russes, sont aujourd'hui dans le camp du Hamas? En tout cas, apocalyptique, j'en sais rien, mais ça crève les yeux, en revanche. Moscou est la seule capitale importante qui a reçu le Hamas au lendemain du 7 octobre. Il y a là quelque chose de monstrueux. Donc, ça crève les yeux. Et ça devrait crever les yeux des dirigeants israéliens aussi, que le peuple arménien est un peuple frère. Comme le peuple ukrainien, comme la nation ukrainienne est une nation sœur. Voilà. Mais je pense, vous savez, Alexis Lacroix, je connais bien Israël, j'y vais beaucoup, j'ai présenté d'ailleurs mes 2 premiers films à Tel Aviv et à Jérusalem. Les Israéliens savent tout ça, ils savent très bien. Après, il y a un Premier ministre qui lui... Il l'a toujours su, ça? Non, oui, lui, non. Où il a eu sa phase illibérale. Qui donc? Benjamin Netanyahou. Ah ben non, je vous dis, l'opinion, la société israélienne, elle n'est pas illibérale. Elle sait que Poutine n'est pas son ami. Elle sait que les descendants des génocidés d'Arménie sont ses amis. En revanche, il y a un problème là-dessus, sur ce point, comme sur d'autres, un problème de Netanyahou. On parlait des soldats israéliens tout à l'heure que vous avez retrouvés sur le terrain. D'autres soldats que vous interrogez vous disent et vous montrent même que l'état-major politique et militaire russe n'en a rien à faire de ces morts. On le voit, c'est une image assez terrible dans le film. Dans un livre important paru en 2005, la philosophe et spécialiste des questions stratégiques Thérèse Delpech s'inquiétait du retour de la barbarie au XXIe siècle, de l'ensauvagement du monde. Presque 20 ans plus tard, est-ce que vous diriez, Bernard-Henri Lévy, que nous y sommes désormais? Regarde des massacres du 7 octobre, regarde des scènes dont vous avez été le témoin en Ukraine, ou est-ce qu'on y est déjà? Naturellement.
un déchaînement de sauvagerie. Mais vous savez... Est-ce que, pardon, j'ajourne un peu ma question, est-ce que l'ère du désordre international que cherche à mettre en place Vladimir Poutine s'accompagne nécessairement d'un ensauvagement du monde? L'un va avec l'autre. À quoi ça sert l'ordre international? À quoi ça sert des institutions solides? Ça sert à tenir en bride la bête qui sommeille souvent dans la bête païenne, la bête qui sommeille chez les hommes, bien sûr. C'est ça que dit le peuple juif depuis le mont Sinaï. C'est ça que disent les tenants de la loi contre les tenants de la nature déchaînée. Et c'est ça que disent les défenseurs des institutions contre ceux qui provoquent le chaos et le désordre entre les nations. Il y avait un roman, il y a 2 ans, le roman de Daim Poli, le mage du Kremlin, où il montrait très bien ça, où il disait que la stratégie de la Russie, elle était simple. Enfin, le but, c'est l'alliance avec l'islamisme radical dans un grand ensemble qu'il appelait l'Eurasie. D'accord ? Discours de Valdaï en 2016-2017. Eurasie, c'est le messianisme orthodoxe plus l'islam radical. Ça, c'est le dessin idéologique. Mais la méthode, c'est quoi ? C'est le chaos. Le chaos à tout prix. C'est ça que montrait Empoli. C'est tantôt soutenir des manifs d'extrême gauche, tantôt les soutenir à l'extrême droite, tantôt soutenir la manif pour tous, tantôt soutenir les droits de... Tout est le contraire de tout, pourvu que le chaos s'installe. C'est une stratégie délibérée du chaos. Voilà. Il nous reste 1 minute. Un colloque aura lieu en fin de semaine au Centre européen du judaïsme en hommage à Benny Lévy, disparu il y a 20 ans et avec lequel vous avez fondé, aux côtés d'Alain Finkielkraut, l'Institut d'études lévinassiennes. Vous interviendrez d'ailleurs samedi à 20h, à partir de 20h au CEJ sur la pensée du retour après Rosenzweig et Lévinas. Qu'est-ce qu'aurait dit selon vous Benny Lévy sur ce moment, notamment ce moment d'histoire et ce moment d'histoire juive en Israël bien sûr, mais aussi dans le reste du monde avec un regain d'antisémitisme, y compris en Australie ou en Chine? Je crois que ça ne l'aurait pas surpris. Je crois que ça ne l'aurait pas surpris. Il savait que la bête sans poil et démente de la haine du juif était là, prête à surgir. Il le savait, parce qu'il connaissait ses textes et parce qu'il connaissait aussi... il avait vécu dans sa chair d'enfant, en Égypte. La laine en Égypte. Le mufle de la barbarie. Le mufle, la laine fétide du mufle de cette bête. Donc il n'aurait pas été surpris. Et je crois qu'il aurait affronté ça avec pessimisme et vaillance. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs ce soir donc à la diffusion sur France 2 à partir de 21h10 du 3e volet de votre documentaire L'Ukraine au cœur, co-réalisé avec Marc Roussel. À très bientôt sur Radio J. Merci Alexis. Merci. Et sur une très belle musique de Slava Vakarchuk. Voilà.